J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Demain, nous allons célébrer l'Aïd al-Adha pour cette année 2025. Qui dit Aïd, dit fraternité, relation de bon voisinage, réconciliation, piété, pitié, échanges amicaux, joie de vivre, partage des bonnes valeurs, la paix, le bonheur. C'est ce que devrait nous évoquer l'Aïd al-Adha. Mais malheureusement, dans notre région Maghreb, nous allons célébrer encore un Aïd dans la division. Encore un Aïd avec les deux principaux pays du Maghreb, l'Algérie et le Maroc, qui se détestent, qui se divisent, qui n'ont plus de relations bilatérales depuis 2021. Encore un Aïd dans l'animosité, dans l'agressivité, dans la méfiance, dans une situation de pré-guerre. Jusqu'à quand ça va durer? Un ennemi un jour, ennemi pour toujours. C'est ce que nous allons essayer de savoir en explorant, encore une fois, comme on l'a fait la dernière fois, très sereinement, avec le maximum de pédagogie possible et le maximum d'objectivité et de sincérité, la problématique du conflit algéro-marocain. La dernière fois, c'était Mustapha Tossa qui a accepté de venir sur notre plateau. Vous avez été très nombreuses et très nombreux à réagir et à suivre notre émission. Je vous en remercie énormément. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'attaques, d'insultes, etc. Mais ce n'est pas grave, il y a toujours des personnes de bon sens qui ont essayé de réagir et d'interagir avec le débat. Mustapha Tossa a accepté de revenir cette semaine à la veille de l'Aïd pour marquer cet événement, pour lancer d'abord un message de paix et d'amitié et pour discuter, comme je l'ai dit sincèrement et franchement, de la problématique des relations algéro-marocaines. Merci beaucoup Mustapha pour la dernière fois et merci encore pour aujourd'hui. C'est un plaisir, cher Abdou, de revenir pour une seconde saison pour parler de la relation Algérie-marocaine. Moi, la problématique que tu as posée dès le départ, ennemi un jour, ennemi pour toujours, moi je fais partie de ces gens-là qui pensent que ce qu'on appelle l'animosité, la rupture, la distance, ça a un temps. Arrivera un moment où une nouvelle dynamique va s'installer entre les deux pays. Parce qu'on a des exemples dans l'histoire. Il y avait la France et l'Allemagne, il y avait des pays qui se sont fait une guerre terrible, meurtrière, sanglante pendant des années. Et finalement, la raison, la sagesse a fini par l'emporter. Ils se sont assis sur une table de négociation, ils ont réglé leurs divergences et leurs différends et sont devenus les meilleurs amis, les meilleurs alliés. Pourquoi ne pas imaginer, espérer un tel scénario entre l'Algérie et le Maroc? Moi, je fais partie de ces optimistes entêtés qui croient dur comme fer qu'un jour ou l'autre arrivera la séquence, le tournant de la réconciliation entre les deux pays. Alors, on espère que cette séquence interviendra pour l'Aïd de l'année prochaine. En attendant, pour le Aïd de demain, on ne risque pas d'avoir des échanges formels et directs entre les dirigeants des deux pays, étant donné que la situation de rupture perdure. D'abord, revenons à l'émission de la semaine dernière, que nous avons co-animée ensemble. C'est un débat en espérant d'être peut-être prochainement plus nombreux pour essayer de créer un forum de débat algéro-marocain. C'est notre objectif. C'est le rêve pour lequel nous essayons ici sur notre plateau de le réaliser. Quels ont été les échos, Mustapha, honnêtement? Est-ce que tu as eu des échos officiels, non officiels, les commentaires? Comment cette rencontre avec un journaliste algérien, cet échange qui était franc, avec des questions directes, sans aucune complaisance, comment ça a été interprété de ton côté, chez toi, de la part de tes compatriotes? Alors, si on met à part le volume et la charge d'insultes que les mouches électroniques, que ce soit de part et d'autre, ont lancé sur cette émission pour insulter, pour dévaloriser, pour démoraliser, si on met à part cette partie des réactions, moi je n'ai eu que des réactions positives, à savoir nous pourrons avoir deux journalistes marocains et algériens parler, communiquer de manière sage, de manière modérée et échanger sans qu'il y ait une agressivité ou sans qu'il y ait une bagarre forcément nocive. Donc certains m'ont écrit, m'ont dit on aimerait bien
que cet exemple de dialogue entre deux journalistes des deux pays puisse être répliqué sur le plan politique entre des hommes d'État des deux pays qui s'assoient pour parler, pour discuter et puis pour examiner leurs divergences. Et moi, je suis convaincu que la solution à cette discorde entre le Maroc et l'Algérie ne viendrait que le jour où les deux sommets de l'État marocain et algérien, que ce soit Abdelmajid Tebboune ou celui qui va venir après, vont s'asseoir devant les Marocains et les Algériens et ils vont essayer de trouver une solution à leur discorde et à leur divergence. Il n'y a que de cette manière-là qu'on peut espérer un avenir meilleur pour la relation entre le Maroc et l'Algérie. Très bien. Allons-y aujourd'hui dans ce deuxième épisode. J'espère qu'il y en aura un troisième et un quatrième, je l'espère bien. Allons-y droit au but dans certains sujets ou au cœur de certains sujets qui causent polémique. Commençons par l'Aïd. Alors demain, l'Aïd al-Adha, les Algériens vont le fêter. Vont célébrer. L'Algérie devait importer 1 million de moutons. On a expliqué sur Algérie, finalement, ça n'était même pas 1 million, c'est 400 000 et quelques. Et l'inflation, les prix, on a connu un Aïd extrêmement dur en Algérie. Au Maroc, il n'y aura pas d'Aïd. Or, les Algériens n'ont pas compris cette décision. Beaucoup de médias algériens, beaucoup d'Algériennes et d'Algériens ont interprété cette, cette suppression, annulation de la célébration de l'Aïd al-Adha comme étant une mesure dictatoriale qui révèle une monarchie marocaine déconnectée de la réalité. Peut-on interdire à un peuple de ne pas célébrer l'Aïd? Non, je ne crois pas que ce soit une mesure dictatoriale du roi du Maroc à l'égard des Marocains. Non, cette décision était le fruit d'une situation économique marchande de ce qui existe en termes de moutons dans le marché marocain. À partir du moment où il y a un constat statistique qu'il est impossible de subvenir à tous les besoins des Marocains sans que le prix du mouton atteigne des prix astronomiques, à partir du moment où il y a une impossibilité d'arriver à cette situation, la décision politique, la décision souveraine, la décision, stratégique a été prise de ne pas sacrifier de moutons pour cette année. Justement, pour protéger les classes moyennes, pour protéger les classes pauvres qui n'ont pas les moyens de s'acheter un mouton, que si jamais ils étaient dans l'obligation de s'acheter ce mouton-là pour faire le sacrifice devant leur famille, devant leurs enfants, devant leurs voisins, ils auraient été dans l'obligation de faire d'énormes sacrifices. Est-ce que tu sais, Abdou, que je le connais par expérience, il y a des gens qui vont prendre un crédit à la banque pour acheter un mouton. Il y a des gens qui vont vendre leurs bijoux pour acheter un mouton, parce que pour eux, le mouton sacrifier le mouton, ça dépasse largement la valeur religieuse ou théologique. C'est beaucoup plus un acte social. Et aucun père de famille ne voudrait rester à l'écart et ne pas sacrifier le mouton alors que le voisin est en train de le faire. Donc, moi, je trouve que c'est une décision sage, c'est une décision extrêmement réfléchie et c'est une décision qui a eu beaucoup d'impact sur l'opinion marocaine. La preuve... L'impact n'est pas négatif? Non, n'est pas négatif. Les Marocains et les Marocains l'ont accepté. Demain, ils vont accepter que... Tout à fait. Il a été tout à fait accepté parce que ça a été bien expliqué. Bon, il se trouve, et je suis là où je te rejoins, Abdou, c'est qu'il se trouve qu'on peut trouver au sein de la société marocaine une niche de gens qui veulent absolument, contre vent et marée, continuer à sacrifier ce mouton. Ils refusent cette décision. Un, ils sont très minoritaires, et deux, la majorité des Marocains ont accueilli avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'acceptation une décision qui leur soulève un poids économique extrêmement important. Et conséquence, mieux que ça, conséquence de cette décision royale, le prix de la viande au kilo qui grimpait de manière astronomique avant la fête parce qu'il y avait des tactiques de monopole du mouton et de la viande, le prix commençait à baisser et à devenir atteignable par rapport à la classe moyenne et à la classe pauvre. Donc il n'y a que des bénéfices. Mais Moustapha, demain, celles et ceux qui vont contravenir ou violer ou ne pas respecter cette obligation, il va se passer quoi? Les forces de sécurité vont inspecter les foyers, ils vont surveiller. Non, franchement, on a du mal à comprendre comment ça va se mettre. Franchement, moi, je ne pense pas qu'on va assister à une chasse à l'égorgeur ou sacrificateur. Je ne crois pas qu'il va le faire. Je crois que les Marocains vont être suffisamment sages,
suffisamment rationnel pour ne pas tomber dans ce piège. Il y aura toujours quelqu'un... D'ailleurs, il y a quelque chose qui a été de manière comique diffusé dans les réseaux sociaux. Les Marocains ont commencé à acheter récemment beaucoup de moutons. Et l'excuse a été, oui, on a un sboua, c'est-à-dire des naissances. Et tout d'un coup, le quartier est devenu plein de naissances. Donc c'est une manière de faire du sacrifice sans le faire. Mais je crois que dans l'ensemble, je ne crois pas que les autorités marocaines vont tomber dans le piège de faire la chasse aux sacrificateurs ou bien à ceux qui vont tuer les moutons. Par contre, la décision royale a eu un impact sur les autorités algériennes. Qu'est-ce que disait le président Tebboune avant cette décision de Mohamed VI sur le mouton non sacrifié? Il disait que jamais, lui, il n'allait faire appel à l'importation de moutons. Il y a des vidéos qui le montrent comme quelqu'un qui refuse catégoriquement qu'on importe du mouton. Dès que le roi a fait cette décision, par un effet de miroir ou d'ombre chinoise, Monsieur Tebboune, après cette décision, je vais importer 1 million. C'est une façon de narguer le Maroc, ce que tu veux dire, Moustapha? Est-ce qu'au Maroc, ça a été interprété comme une façon de nous narguer, le Maroc? Comme le Maroc ne peut pas. Alors, Tebboune, moi je l'ai dit, hein, il y a des sources qui l'affirment effectivement que Abdelmajid Tebboune a dit puis on va démontrer aux Marocains qu'on va mieux qu'eux, qu'on se porte nettement mieux qu'eux, que voilà, nous en Algérie, on est capable d'offrir à notre peuple des moutons pour l'Aïd. Non, mais cette décision, pourquoi ça... Alors que le Maroc aurait pu importer, mais il ne l'a pas fait. Oui, mais il a fait le choix de ne pas le faire. Non, mais cette décision, pourquoi il a un rapport avec le Maroc, la décision d'importer ce fameux million de moutons, pourquoi il a un rapport avec le Maroc? Parce qu'il a été prise au lendemain de la décision royale de ne pas sacrifier cette année. Donc il y a un rapport de cause à effet, d'une volonté d'utiliser politiquement la fête. D'ailleurs, dans les réseaux sociaux, il y a plein de vidéos où on voit les familles algériennes se moquer des familles marocaines. Quelques Algériens moqueurs qui sont partis jusqu'à la frontière algéro-marocaine pour ramener des photos de moutons, etc. Mais franchement, si la divergence entre la France et le Maroc restait uniquement sur entre l'Algérie et le Maroc restait uniquement... J'espère que c'est la chose qui n'est pas révélateur. Oui, si les divergences entre l'Algérie et le Maroc restaient uniquement au niveau du sacrifice ou pas, les choses auraient été beaucoup plus simples, beaucoup plus accessibles et les solutions... J'ai abordé ce sujet, mais ça va, tu sais pourquoi? Parce que il y a un problème qui suscite un certain malaise en Algérie, c'est que les médias marocains parlent beaucoup du sous-développement en Algérie. Les médias marocains disent à l'Algérie, il y a du pétrole et du gaz, mais le pays va mal, le peuple souffre, etc. C'est pas normal. À chaque fois qu'il y a un problème en Algérie, les Algériens, les médias marocains qui s'excitent et se déchaînent autour de ce problème. Je donne ma question. Je dis, alors qu'au Maroc, c'est vrai que le pays tente d'organiser une Coupe du Monde, va organiser prochainement une Coupe d'Afrique, mais il y a énormément de problèmes sociaux dont on en parle très très peu. On a l'impression que les médias marocains oublient aussi que chez eux, au Maroc, il y a énormément de pauvreté, énormément d'inégalités, il y a encore un accès compliqué à l'école, il y a encore un accès compliqué à l'emploi, l'analphabétisme, il y a des problématiques locales. Mais on a l'impression que les médias marocains s'attaquent beaucoup plus aux problématiques de sous-développement, de pauvreté en Algérie, et ne s'intéressent très peu à leur situation. Oui, mais Abdo, en termes d'icône, en termes d'image, il n'y a pas au Maroc la queue pour faire, les Marocains qui font la queue pour avoir un sachet de lait ou un bidon d'huile. Il n'y a pas ça, alors qu'en Algérie, ça existe. Pourquoi ça choque les Marocains? C'est une situation choquante, d'abord pour les Algériens, mais pour les Marocains, parce que l'Algérie est un pays riche, extrêmement riche. Normalement, vous devriez être le Dubaï de l'Afrique du Nord. Vous avez tellement de richesses énergétiques, vous dormez sur tellement de richesses que qu'il est inimaginable de vivre des situations de manque, de queue, de cette manière-là. Donc ça choque. Pourquoi? Et on arrive là. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais qu'est-ce que tu dirais aux Algériens qui te disent, nous, ils sont aussi choqués. Est-ce que le Maroc était vraiment une priorité pour lui, la Coupe du Monde, ou de faire un TGV
alors qu'il y a plein de mendiants dans les rues, alors qu'il y a des régions encore désintégrées. C'est ça la question. Oui, mais je ne veux pas tomber dans cette approche marxisante, si je peux me permettre cette expression. Non, la Coupe du Monde, c'est un honneur. N'importe quel pays, même les plus... À condition d'en avoir les moyens. On va se donner les moyens. Le Maroc est en train de se donner les moyens. J'ai été il n'y a pas longtemps au Maroc, dans certaines villes marocaines, ils sont en train de changer de physionomie. Il y a toute une infrastructure qui est en train de naître. Les trams, les métros... Mais ça ne se fait pas au détriment d'autres régions? Non, comme dans le Rif, dans le Conseil Mia, c'est une dynamique. L'intérieur du Maroc. Bien au contraire, la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde, c'est une chance pour l'économie marocaine. C'est une chance pour le tissu industriel marocain, parce que ça le dynamise. Je ne vois pas le rapport. À partir du moment où on est un pays catégorie en voie de développement aux pauvres, on devrait s'interdire l'ambition d'être pays organisateur d'un grand événement comme la Coupe du Monde. D'ailleurs, le Maroc sera le seul pays catégorisé pauvre en voie de développement qui va organiser la Coupe du Monde. Et ça tous les autres pays qui l'ont organisé sont des pays riches ou des pays puissants. Le Brésil, ça a été un pays émergent, c'est un pays puissant. C'est un élément supplémentaire de fierté d'être un pays, soi-disant catégorisé comme un pays en voie de développement et d'être capable d'être à la hauteur d'une organisation de Coupe du Monde. Il y a aussi des Marocains au Maroc qui pensent un peu le contraire, qui disent qu'on devrait augmenter plus notre PIB par habitant, on a encore un PIB faible. Est-ce qu'on ne devrait pas mieux lutter contre la pauvreté au lieu d'organiser une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique, une Coupe du Monde notamment, la Coupe d'Afrique, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Il faut avoir de l'ambition. Le fait d'être organisateur d'un événement majeur comme la Coupe du Monde n'empêche pas que le gouvernement doit travailler sur les blessures sociales, sur les Marocains qui vivent dans la marge. Et au Maroc, c'est vrai qu'il y a de la pauvreté, mais il y a de moins... Qui est très visible, qui est très visible, qui est beaucoup plus visible au Maroc que dans beaucoup de pays africains, par exemple. Mais qui est traité. Et il y a un modèle social qui est en train d'être mis sur place. C'est-à-dire que le Maroc n'est pas dans une pauvreté stagnante. Il est dans une démarche pour s'améliorer. L'avenir des Marocains est beaucoup plus rose que leur présent, parce qu'il y a une dynamique qui a été lancée. Ce genre d'événement dont vous parlez sur la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, et puis d'autres événements, il n'y a pas que ça. Ça fait que le Maroc est un pays qui ne peut que améliorer la situation de ses citoyens. Et c'est ça la différence entre le Maroc et d'autres pays. En parlant des médias, malheureusement, les médias sont cités. Il y a même des rapports. Crisis Group, il a fait un rapport récemment pour dire que la guerre médiatique entre les deux pays aggrave la haine entre les deux pays, elle aggrave les tensions entre les deux pays et elle aggrave la mésentente. Est-ce que les médias marocains n'en font pas trop sur l'Algérie quand ils se concentrent beaucoup sur les problèmes de l'Algérie, de ses sous-développements, etc. et pas assez? Je donne un exemple, Staffan. La question des détenus politiques. Il y a des détenus politiques au Maroc. Oui. Il y a des opposants marocains qui sont réprimés. Il y a des médias marocains qui ne sont pas totalement libres. Pourquoi on n'en parle pas assez alors qu'on parle beaucoup de l'Algérie et de la situation catastrophique des libertés publiques en Algérie? Alors il y a un point à corriger, cher Abdou, sur la guerre médiatique entre le Maroc et l'Algérie. Alors, ce que je peux te garantir, parce que moi je suis un consommateur, je suis d'abord un producteur, consommateur et habitué des médias marocains. Dans les médias officiels marocains, que sont la CNRT, que sont 2M, que sont Medi 1, que sont la MAP, les médias officiels, vous ne trouverez jamais un langage insultant ou violemment critique à l'égard des autorités algériennes. Vous ne le trouverez jamais. Vous pouvez trouver des critiques violentes chez des privés, dans des sites, dans les réseaux sociaux, mais pour les médias officiels, il y a une forme de déontologie à l'égard des autorités algériennes, comme s'il était interdit d'insulter ou d'abaisser. Nous allons le vérifier. Nous allons vérifier cela. Je ne pourrai pas te contredire, mais le prochain épisode, je vais vérifier. Voilà, vous le trouvez. Par contre, là où la différence avec l'Algérie, c'est que la télévision algérienne, l'APS, les médias officiels, les médias qui dépendent directement de la présidence algérienne d'Abdelmajid Tebboune, tirent à boulet rouge quotidiennement sur le Maroc. Et avec une telle violence, avec une telle charge, qu'on dirait une telle charge obsessionnelle qu'on dirait qu'il n'y a que le Maroc qui est le sujet principal de ces médias. C'est là la différence entre les médias algériens et les médias marocains officiels. Donc ça veut dire que les Marocains contrôlent davantage leur expression,
que le régime algérien... Et pour les médias privés? Là, les médias privés, ça c'est autre chose. Ce sont des médias privés. Tu es un journaliste professionnel, Abdou, tu sais très bien qu'on ne peut pas imposer une ligne éditoriale à un groupe. Va changer la ligne éditoriale de CNews ou de BFM ou de DLC. Ce sont des groupes, ils ont leur liberté de choix, d'angle, d'attaque, d'inviter qui ils veulent, d'avoir de bonnes relations avec tel pays et pas d'autres. Donc on ne peut pas. Mais on peut demander des comptes, on peut faire un bilan sur les médias officiels, les médias qui dépendent de l'État marocain. Et les médias qui dépendent de l'État marocain, cher Abdou, je te garantis, je t'assure qu'il n'y a aucun discours hostile, antagoniste à l'égard de l'Algérie, de la même gravité et du même niveau qu'on trouve dans les médias officiels algériens. Très bien. Ça, c'est un sujet que nous allons creuser dans nos prochains débats, dans nos prochaines rencontres, parce qu'effectivement, comment les médias alimentent dans les deux pays le sentiment de haine et de division entre les deux pays, je pense que c'est une problématique importante. Alors, cette semaine a été marquée par un événement important, Moustapha. La Grande-Bretagne qui a reconnu l'option proposée par le Maroc de l'autonomie pour le Sahara occidental. La Grande-Bretagne l'a reconnue comme la France, comme l'Espagne, comme l'option la plus crédible, la plus sérieuse, et pour résoudre le conflit autour du Sahara occidental. Ça a donc suscité une réaction algérienne, ça a été commenté au Maroc, ça a été commenté en Algérie. L'Algérie a relevé que la réaction britannique, que la reconnaissance britannique, ne va pas jusqu'à la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Que Londres s'est contenté de dire le plan d'autonomie, c'est une bonne idée, globalement, mais elle n'a pas franchi le pas de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, comme ce fut le cas pour la France et l'Espagne, et bien avant ça les États-Unis. Et pourtant, les autorités marocaines ont clamé victoire. Ouais. Est-ce qu'il s'agit d'une vraie victoire? Oui. Est-ce que ce n'est pas trop précipité de dire que c'est une victoire? Non, cher Abdou, il y a une maxime que tu connais très bien. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et cette maxime s'applique au régime algérien et aux autorités algériennes. Ils ont de grosses œillères, ils ne veulent pas voir. Le ministre des Affaires étrangères britannique est venu, il a tressé des lauriers sur le plan de l'autonomie. Il a dit des choses positives extrêmement importantes. Le seul, le plus valable, le plus crédible, le plus pratique. Et il accompagne ça avec une volonté stratégique du gouvernement britannique d'investir dans le Sahara marocain. Et on vient dire dans le média algérien et dans la communiqué officiel du ministère algérien des Affaires étrangères. Il n'a pas reconnu la marocanité du Sahara. Moi, est-ce que dans le positionnement algérien, est-ce qu'il y avait la moindre allusion aux séparatistes, au Polisario ou à l'Algérie? Tout était fait pour montrer que la Grande-Bretagne, grande puissance, membre permanent du Conseil de sécurité, leader du Commonwealth, membre pilier du G7, a considéré que le plan de l'autonomie est celui qui peut nous sortir de cette crise. Et même le ministre des Affaires étrangères britannique a même donné un agenda. Il a dit qu'il faut que ça soit applicable et que la solution sorte de tout ce magma diplomatique à l'occasion du 50e anniversaire de la Marche verte qui va être célébrée en novembre prochain. Qu'est-ce que vous voulez de plus comme engagement politique, diplomatique pro-marocain? Moi, je crois que là, il y a des éléments de langage qui ont été distribués par le régime algérien à tous ses communicateurs, que ce soit à Paris ou ailleurs, insister sur le fait que la marocanité du Sahara, le mot marocanité du Sahara n'a pas été prononcé. Ça saute aux yeux quand même. Par rapport à la France et à l'Espagne, ça saute aux yeux. Mais tous les autres mots indiquent que Abdo, il y a quelque chose que nos téléspectateurs doivent comprendre, que ce soit algérien ou marocain. Dès qu'on apporte le moindre soutien, la moindre compréhension à l'option de l'autonomie, cela veut dire automatiquement souveraineté du Maroc sur le Sahara. Cela veut dire automatiquement marocanité du Sahara. Il y a un problème. Il y a des pays qui reconnaissent. Or, il y a des grands pays qui ont commencé à reconnaître l'autonomie, l'option d'autonomie, donc la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Sauf que ce ne sont pas ces pays-là qui vont décider de la fin du conflit. Puisqu'il y a une Assemblée générale des Nations Unies qui doit prendre position. Alors justement, est-ce que c'est le Conseil de sécurité qui doit prendre position ou c'est l'Assemblée générale? Il y a deux organes, il y a le Conseil de sécurité de l'ONU, il y a aussi l'Assemblée générale des Nations Unies. Et qu'au niveau de ces deux grandes instances qui régissent l'ordre mondial, qu'on le veuille ou non, le Sahara occidental demeure un pays
à décoloniser, Oui, ce qui suppose qu'il est encore colonisé. Non, mais- Donc on ne comprend plus rien. Alors- D'un côté, les grandes puissances sont du côté de l'autonomie, mais le droit international continue de considérer. Alors pourquoi le Maroc s'enthousiaste à ce point-là alors que le droit international n'a pas encore pour trancher? Abdo, ils sont enthousiastes parce que le Maroc, le royaume du Maroc, vient d'avoir l'appui, le soutien d'un membre permanent du Conseil de sécurité. Ouais, le troisième membre, après la France et les États-Unis. Après la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, mais c'est énorme. C'est le Conseil de sécurité qui va écrire la nouvelle légalité internationale. Parce que là où j'ai l'impression, et je comprends que tu es un peu impatient que les choses bougent, ça va prendre un peu de temps, le temps d'écrire, de traduire ces nouveaux positionnements dans ce qu'on peut appeler le corpus institutionnel international, la légalité internationale. Il va y avoir une réunion en octobre, après en novembre, et on va voir l'impact et l'effet de ce positionnement britannique. Et ce positionnement va dans le sens de la marocanité du Sahara. Donc maintenant, imaginons que d'ici novembre, rien ne change, que le Conseil de sécurité de l'ONU continue de maintenir la MINURSO, continue de parler de dialogue, etc., et que le statut au niveau de l'ONU, que le statut du Sahara occidental ne bouge pas. Quelle serait la solution? Ça veut dire que les avancées marocaines ne sont pas aussi importantes que ça? Non, si, c'est très important pour la simple raison, et je te rappelle, Abdo, il y a une impatience internationale à clôturer cette crise saharienne. Une impatience qui a été exprimée par Donald Trump, par l'administration américaine, qui ont même menacé de geler les aides qu'ils accordent à leur structure ou organismes qui travaillent à l'international dans la MINURSO. Et il y a une impatience britannique. Ce qu'il a dit, le ministre, quand on le lit et quand on le dissèque, il dit ce conflit a trop duré. 50 ans, c'est beaucoup. Et nous sommes en train d'hypothéquer la stabilité du pays, de la région, le développement économique de la région. Il y a une thèse qui circule depuis une année, que la solution à ce conflit serait un partage du territoire. On a même parlé d'une proposition qui aurait été formulée au Polisario, à l'Algérie et au Maroc, une proposition d'abord onusienne, et prochainement, apparemment, dans quelques mois ou dans quelques semaines, la date n'a pas été prise, en tout cas après l'été, un envoyé spécial de Donald Trump dans l'administration américaine devrait venir à Alger et à Rabat pour mettre sur la table cette proposition. C'est les informations qui nous parviennent de sources non officielles. Alors, est-ce que ce scénario ne serait pas peut-être la seule solution? Partager le territoire en deux, une partie pour le Maroc, une partie pour le Polisario et l'Algérie, et ça serait réglé. Et voilà, on en finit. Connaissant le Maroc et ses positionnements et l'opinion marocaine, jamais les Marocains n'accepteraient le partage. Ça a été déjà partagé avec la Mauritanie au début. C'est ça le problème. Quand les interlocuteurs marocains que nous rencontrons, ils disent non, c'est Marocain à 100%. Alors pourquoi, si c'est Marocain à 100%, pourquoi ça a été partagé avec la Mauritanie après 75? Non, pour ce qui est du Sahara marocain tel qu'on le connaît maintenant, il n'y aura pas de partage. Cette hypothèse de partage ne marche pas. Il a été un peu formulé. Pourquoi? Parce que les Marocains le refusent. Ils veulent l'autonomie. Ils veulent que tous les Sahraouis intègrent le plan de l'autonomie, que ce soit ceux qui habitent dans le Sahara sous contrôle marocain ou les réfugiés de Tindouf. Il y a aussi un autre point de vue qui est important, Abdou. Il faut, puisqu'on parle à une audience algérienne et marocaine, il faut le souligner. Dans son expression diplomatique, les autorités algériennes disent au monde entier, aux Nations Unies, que nous ne sommes pas partie prenante de cette guerre ou de cette crise. Et nous ne voulons pas participer aux tables rondes préconisées par les Nations Unies pour trouver une solution. Ok, vous n'êtes pas partie prenante, mais pourquoi vous êtes les premiers à réagir quand il y a une reconnaissance de On a une réponse. Mais pourquoi on a une réponse. La réponse c'est quoi? C'est que c'est l'Algérie qui accueille les réfugiés sahraouis, c'est à ses frontières, donc elles se sont concernées. Mais au moins pour la forme, laisse le Polisario réagir. Mais au-delà de la forme. Toi-même, dans beaucoup de tes émissions que j'ai appréciées, tu t'es posé la question. Si on est partie prenante et on le dit et on fait des choses comme normalement la logique. Moi, je pense, Moustapha, je pense que la solution, c'est que l'Algérie doit être partie prenante. Elle refuse. Une fois pour toutes. Elle refuse. Et qu'elle accepte le dialogue et qu'avec l'administration de Donald Trump, on peut être partie prenante. Et qu'on aborde la question du partage. Dans les faits, le Maroc contrôle 80% du territoire, pas 100%.
Et la bande de 20%, elle est contrôlée par le Polisario. Ouais. Pourquoi sur la base de pourquoi on n'étudierait pas un partage avec un accès à l'Atlantique qui permettrait au Polisario de créer un État ami de l'Algérie, par exemple, comme ça existe entre la Russie, par exemple, et la Géorgie, etc., et que ça ramène la paix, et que les Sahraouis qui ne voudraient pas vivre au Maroc, on va en faire quoi? C'est ça le problème. Ouais, pour revenir, il y a un point important. Quand on dit que si demain, le régime algérien, ou Abdelmajid Tebboune, ou le palais de Mouradia, change de braquet et dit oui, nous sommes partie prenante. Oui, partie prenante, donc vous allez participer à la table ronde. Ouais. Et ça veut dire quoi, participer aux tables rondes? Pour le Maroc, le plafond, c'est d'aider de manière directe ou indirecte à appliquer le plan de l'autonomie. Avec les réfugiés que vous avez, avec les milices armées que vous avez, si c'est votre participation en tant que partie prenante à des tables rondes pour chercher une solution concrète ce conflit, c'est d'aider à l'application du plan de l'autonomie. Moi, je crois que les Marocains ont ça comme plafond. Il n'y a pas d'autre. Créer un État indépendant, impossible, inimaginable. Le partage pour le Maroc serait inacceptable. Inacceptable. C'est le plan de l'autonomie. Comment on va l'appliquer? Est-ce que l'Algérie, en tant qu'État, en tant qu'armée, en tant que pays... On en a parlé la semaine dernière. Ce plan d'autonomie, dont on ne connaît pas beaucoup de choses. Il y a des documents qui circulent comme ça. D'abord, il n'a jamais été mis en place, puisque le Sahara, c'est considéré comme le Sahara occidental, ou le Sahara au Maroc est considéré comme une province du Sud, donc il n'est pas appliqué sur le terrain. Comment on va l'appliquer? Et que faire des Sahraouis qui ne voudront pas ça? Est-ce qu'on demande à l'Algérie de les forcer d'accepter l'autonomie? Non, en fait quoi? Non, le plan de l'autonomie, il y a des gens qui bon, je sais que c'est une technique de communication de certains, de dire oui, d'ailleurs, je crois que c'est même Attaf, qui est le ministre des Affaires étrangères, Attaf, qui à un moment donné, dans une sortie médiatique, il a dit oui, le plan d'autonomie, on ne l'a pas présenté, personne n'est au courant de quoi, et il a fait comme ça avec un geste méprisant, ça fait 3 feuilles. Non, le plan de l'autonomie existe. Il est connu, le contenu est connu. Quand vous offrez une autonomie politique administrative à une région, cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous allez organiser sa représentation. Vous allez lui donner des structures régionales de représentation. C'est Sahraouis qui vont se gérer eux-mêmes. Et pourquoi ce n'est pas encore le cas alors? Mais sous souveraineté marocaine. Mais pourquoi ce n'est pas encore le cas alors? Le temps que l'option de l'autonomie soit validée sur le plan de... Pourquoi le Maroc, pendant ces 50 dernières années, n'a pas mis en place ce plan d'autonomie, n'a pas organisé le territoire de façon autonome? Voilà, attends, mais c'est une proposition. Ça, c'est une proposition pour sortir de la crise. Quelle est la garantie que cette proposition sera respectée? Quelle sera la garantie que demain le Maroc va dire il n'y a plus d'autonomie, c'est une province? Le plan de l'autonomie ne se fait pas de manière unilatérale dans un coin, et ça va se faire avec l'implication internationale des Nations Unies et des grandes puissances, parce que toutes ces Nations Unies et les grandes puissances ont un intérêt majeur, vital, à ce que cette solution marche. Donc ils seront les garants de la viabilité, de l'applicabilité de cette autonomie. Donc il ne faut pas oublier, croire que... Alors en termes de puissance, je rappelle Moustapha Defé qu'il y a genre 2 grandes puissances qui ne se sont pas encore prononcées, la Chine et la Russie, qui restent distantes et qui restent, qui n'ont pas encore, ils n'ont pas franchi le pas. Non, regarde, ils n'ont pas dit le Sahara est marocain, mais à aucun moment tu trouves, moi j'ai cherché en préparant cette émission, et même la dernière fois je l'avais cherché, je n'ai pas trouvé une déclaration du ministère des Affaires étrangères russe ou chinois qui exprime la moindre sympathie pour l'aventure séparatiste. Il s'allie sur le droit international. Donc il y a une neutralité. Il s'allie sur le droit international. Donc il y a une neutralité positive de ces pays-là, de ces pays membres des nations de Conseil de sécurité. Et moi j'anticipe, je crois que une position comme celle des Britanniques va forcément déteindre à un moment ou à un autre sur les Chinois et sur les Russes, parce qu'il faut trouver une solution. Et si cette solution obtient une unanimité ou une grande majorité qui la soutient, pourquoi voulez-vous que les Chinois et les Russes resteraient à l'extérieur de ça? On verra. D'autant plus que ni Moscou ni Pékin ne croient au fond d'eux-mêmes à la viabilité d'un 6e État au Maghreb. Ça reste à confirmer, on verra. Au-delà du dossier du Sahara occidental, encore une fois, qui n'est pas... Les gens croient. Il y a beaucoup de Marocains et d'Algériens qui pensent que c'est le seul problème entre les 2 pays. Ce qui n'est pas vrai, on a dit... Aujourd'hui, l'un des dossiers clés, on en a parlé la dernière fois, qui alimente et qui explique les tensions permanentes entre les 2 pays, c'est Israël.
La dernière fois, Mustafa t'a dit que le roi du Maroc a tendu la main vers l'Algérie, il faut le croire. Mais comment on peut croire le roi du Maroc qui tend la main à l'Algérie, alors en même temps, il y a un ministre israélien qui, en août 2021, sur le territoire marocain, a menacé ou a critiqué l'Algérie. Alors, comment on peut croire? Parce que voilà ce que disent les Algériens. Voilà, je traduis leur pensée. J'ai compris. Ils disent, oh, le roi, il veut la paix avec l'Algérie, mais il fait une alliance militaire avec Israël, novembre 2021, critique et menace de la part d'un ministre israélien depuis le territoire marocain, août 2021, et des relations approfondies, approvisionnement militaire, relations logistiques importantes avec Tel Aviv. Est-ce que l'Algérie n'est pas légitime de craindre une action hostile du Maroc et d'Israël dans ce genre de situation? Regarde, récemment, il y a une crise permanente entre la France et l'Algérie. La France a décidé de geler, entre guillemets, les avoirs de 20 dignitaires. Elle a menacé, pas encore décidé, elle a menacé de le faire. À travers un média. Voilà. Pour le moment, c'est une menace, pas une décision. Quelle a été la réaction officielle algérienne? Chiche. Ouais. Eh bien, moi, personnellement, j'aurais aimé que ce chiche-là soit opposé à la demande royale quand Sa Majesté le roi Mohamed VI a demandé à rencontrer Abdelmajid Tebboune pour discuter justement et mettre à plat toutes les questions divergentes et les problèmes entre les deux. Ok, la question d'Israël, on en fait quoi? Est-ce que le Maroc, il est prêt, Mustafa, à réviser ses relations avec Israël pour se réconcilier avec l'Algérie? Non. Parce que le Maroc a signé un accord. Il y a eu une alliance militaire, il y a un soutien militaire, il y a eu... Regarde, je ne sais pas. Moi, je ne parle pas au nom du ministère des Affaires étrangères. Non, c'est une question de en tant qu'analyste. Je sais bien que tu n'es pas encore ministre. J'espère que tu seras Premier ministre au Maroc. C'est tout le mal que je te souhaite. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que les Marocains, et Sa Majesté le roi l'a dit, n'utilisera jamais ces alliances, que ce soit avec Israël ou avec les pays du Sahel, ou avec la France ou avec l'Espagne, n'utilisera jamais ces alliances pour menacer ou constituer une menace vitale pour l'Algérie. Il l'a dit. Moi, à la place des Algériens et à la place des autorités algériennes, je dois le croire sur parole. Parce qu'il ne parle pas dans le vide. Voilà. Dans l'histoire, on a eu beaucoup. Non. Hitler a promis à Staline de ne pas envahir l'Union soviétique. Et Hitler l'a fait. Donc ça veut la parole. Sur cette question algérienne, je t'assure, Abdou, et moi je suis depuis longtemps, depuis qu'il est venu sur le trône marocain, le roi du Maroc a un rapport et une relation particulière avec l'Algérie. Et il voudrait qu'il y ait cette réconciliation. Il est convaincu qu'on doit se réconcilier. Il fait tout pour se réconcilier avec les Algériens. Alors justement, Mustafa, nos amis marocains, nos interlocuteurs marocains n'arrivent pas à nous fournir une analyse complète. Pourquoi l'approfondissement des relations avec Israël? Que ce soit une condition pour les accords d'Abraham, pour avoir la reconnaissance des États-Unis d'Amérique, de la Maroc-Occidentale du Sahara occidental, je peux le comprendre. Mais alliance militaire, échange de renseignements, fourniture d'armes, exercice militaire commun, est-ce que le Maroc n'en fait pas trop avec Israël? Non, honnêtement. Regarde. Honnêtement. Non, pour ce qui est d'Israël, est-ce que s'allier avec Israël, c'est uniquement contre l'Algérie? C'est uniquement pour servir un agenda anti-algérien? On peut s'allier avec Israël pour avoir une technologie, pour avoir un allié dans les forums internationaux. Il y a une énorme communauté de juifs marocains qui fait le pont entre les deux pays. Le problème dans cette histoire, c'est qu'on regarde cette alliance uniquement par le petit trou de la serrure algérienne. Il y a de quoi un peu, non, à cause de la question palestinienne. Oui. L'Algérie refuse de normaliser ses relations avec la Palestine, elle a accueilli le Hamas, elle a soutenu... Moi, j'invite les autorités algériennes à prendre au mot Sa Majesté le Roi, à le croire sur parole, parce qu'il ne dit pas n'importe quoi sur ce sujet-là. Il veut absolument qu'il y ait une réconciliation et il a donné des garanties avec des mots forts. Il faut revenir à ces discours. Et les discours du roi ne sont pas écrits à la légère. Quand il y a un positionnement qui est exprimé, c'est pour l'histoire, c'est pas pour le contexte d'un mois ou deux. Il a dit il n'y aura pas de menaces qui vous viendraient du Maroc, quelles que soient ces alliances. À mon avis, il faut que les Algériens disent à Sa Majesté le Roi « chiche » et on viendra, on se rencontrera et on entamera un processus de négociation. Les autorités algériennes reprochent aussi, parmi les griefs qui sont retenus contre l'État marocain, sa proximité avec des mouvements politiques considérés comme terroristes ou subversifs par les autorités algériennes, notamment les séparatistes du MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui part souvent au Maroc, etc. L'Algérie soupçonne
le Maroc d'être derrière les manœuvres du MAC, etc. Vous avez un diplomate marocain aux Nations Unies, Omar Hillel, Oui, Omar Hillel. Omar Hillel, qui à chaque fois tacle l'Algérie en utilisant la Kabylie, l'indépendance de la Kabylie, etc. Est-ce que là-dessus aussi le Maroc, s'il veut s'étendre la main à l'Algérie, est-ce qu'il ne devrait peut-être pas arrêter de la provoquer avec la Kabylie justement, là, il y a beaucoup de fausses informations, de fake news et de mauvaises perceptions. Je rappelle simplement que quand Omar Hillel, l'ambassadeur marocain auprès des Nations Unies, avait évoqué l'histoire de l'autodétermination de la Kabylie, il répondait de manière un peu énervée à ceux qui font la promotion de l'autodétermination des provinces sahariennes. Il leur dit, si vous tenez absolument à ce qu'il y ait ce principe pourquoi vous ne le pratiquez pas chez vous? Mustafa, la Kabylie n'est pas inscrite comme un territoire à décoloniser par les Nations Unies, encore une fois. Il n'y a pas une problématique. Donc tu le reconnais. Oui, mais d'accord. La Kabylie, elle est partie intégrante de l'Algérie. Il n'y a pas mais justement, il n'y a pas de problème au niveau du droit international concernant le rattachement de la Kabylie à l'Algérie. Alors justement, alors que le Sahara occidental est classé comme un territoire à décoloniser. Alors sur les accusations que je lis dans la presse algérienne ou qu'on entend dans la bouche de responsables algériens, selon lesquels, et d'ailleurs tu viens d'en résumer quelques-unes, selon lesquelles le Maroc soutiendrait le MAC. Moi à ce moment-là, à ce niveau-là, je défie quiconque de trouver la moindre preuve que les officiels marocains ont donné le moindre centime, le moindre coup de main au MAC. Tu crois, Abdo, avec toute la technologie et la situation effervescente des relations entre Alger et Rabat, que s'il y avait la moindre preuve, on la verrait sur tous les médias. Il n'y a pas. Le Maroc ne soutient pas le MAC. Le MAC est installé en France. Si soutien il y a, c'est ici en France. Il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de sympathie pour particulière pour la tentation ou l'obsession séparatiste du MAC. On peut trouver, et là, c'est là où je te rejoins, Abdo, et je rejoins un petit peu quelques-uns en Algérie, on peut trouver des radicaux berbéristes chez nous au Maroc. Et ils sont très minimes, ils ne représentent pas la doctrine officielle, des radicaux qui te disent oui, il faut que la Kabylie, il faut que la mazirité soit indépendante de l'arabité. Mais ça, c'est un autre débat. Ça n'a rien à voir. On a aussi nos radicaux, on a aussi nos excités, on a aussi nos... Il y a même un mouvement séparatiste au Maroc, le mouvement séparatiste pour le RIF. Il y a les RIF. Non, ça c'est une création algérienne, ça. Il s'est implanté à Alger depuis récemment. Mais avant, il milite depuis l'Espagne. Mais ça, c'est... Les militants du RIF, ils existent, oui ou pas? Il y a des radicaux qui sont très, très minoritaires et aussi qui pensent et qui diffusent sur les réseaux sociaux cette religion du séparatisme amazigh aux Berbères. Mais pour revenir au niveau de l'État, au niveau de l'autorité politique marocaine, il n'y a aucune preuve que le Maroc officiel entretient la moindre relation, ni avec le MAC, ni avec ses dirigeants, et n'envisagerait même pas la possibilité de le faire. S'il voulait le faire réellement, c'est pas comme ça, c'est pas avec cette manière-là. Ça fait longtemps qu'il l'aurait fait. Mais le Maroc refuse cette idée d'encourager, de nourrir, d'armer, d'alimenter le séparatisme kabyle. Ça, c'est une vérité absolue. Abordons le dernier dossier de cette émission pour laisser de la place après, parce que les sujets sont... Les problèmes entre l'Algérie et le Maroc sont tellement nombreux on va faire un feuilleton. Revenons à la situation entre la France et l'Algérie. On remarque quand même, et les Algériens le remarquent, les autorités algériennes le remarquent, que les dirigeants français les plus impliqués dans le bras de fer avec l'Algérie ont beaucoup de sympathie pour le Maroc. Éric Ciotti, Bruno Retailleau a été récemment au Maroc. Alors quand il s'agit d'expulser des migrants algériens, c'est problématique, mais il y a aussi des migrants marocains qui causent problème en France, mais on n'en parle pas beaucoup. Et d'autres ténors de la droite dure française qui est impliquée dans le conflit avec l'Algérie, des positions personnelles de ces dirigeants à l'égard du Maroc, elle est très complaisante. Est-ce qu'il y a un complot marocain ou un complot entre l'extrême droite et la droite française avec le Maroc contre l'Algérie? Non, moi je ramène cette situation au partage et à la division des rôles. Sur la scène politique française, c'est connu, la droite, l'extrême droite ont toujours été pro-marocains, même bien avant cette crise. Et on trouve l'extrême gauche, les communistes
ils sont pro-algériens par une espèce de culture, par une espèce de sympathie historique qu'ils ont vécue quand il y a eu l'indépendance de l'Algérie. Cette division des rôles existe. Mais de là à dire qu'il y a un complot ou que le Maroc nourrit tel ou tel homme politique, je ne le crois pas. Et l'histoire du rapport avec l'Algérie, il est d'abord mémoriel, puis aussi il est physique. Il y a ce qu'on appelle les OQTF. C'est ça qui a déclenché toute cette crise. Sansal et les OQTF. S'il n'y avait pas Sansal et les OQTF, est-ce qu'on... Il y a des OQTF marocains aussi. Oui, mais... Il y a beaucoup de Marocains qui sont sous OQTF, il y a pas des Algériens. Sauf que les OQTF marocains, on n'entend pas parler parce que le Maroc accepte de les recevoir. Mais le taux d'exécution n'est pas énormément différent avec l'Algérie. En tout cas, ça ne fait pas de bruit médiatique, ça ne cristallise pas cette tension entre Alger et Paris. Donc là, bien sûr, il y a beaucoup de gens, et j'ai cru lire un certain nombre d'analyses en disant que le Maroc utilise la France, excite la France contre l'Algérie. La France n'a pas besoin d'être excitée pour vivre une crise pareille avec l'Algérie. Donc non, je ne crois pas. Quant à la droite et l'extrême droite, c'est une division qui est politique et qui existe depuis des années. On se rappelle que quelle était la femme la plus sympathisante avec le Polisario? C'était Danielle Mitterrand, qui était l'ex-épouse de François Mitterrand. Et à l'époque de François Mitterrand, il y avait une vraie crise entre le Maroc et la France. À l'époque de François Hollande aussi, le socialiste, il y avait une vraie crise entre le Maroc et la France. Donc, voilà. Justement, est-ce que la France, à l'avenir, dans les années à venir, dans un futur proche, est-ce qu'elle peut continuer à rester neutre? Est-ce qu'un président français, ou est-ce que l'État français peut être à la fois l'ami de l'Algérie et du Maroc en même temps? Est-ce qu'on peut être l'ami des deux? Moi, au début, regarde. Est-ce qu'on n'est pas obligé finalement, quand des pays étrangers commencent à être dans une situation extrêmement inconfortable? Ou on est pro-marocain, ou on est avec l'Algérie. On ne peut pas être l'ami des deux. Alors moi, au début du mandat de Emmanuel Macron, j'écrivais des papiers, des analyses, et je me suis dit, Macron qui était accusé par la presse marocaine et par l'élite marocaine d'être trop pro-algérien. Voilà, il a été accusé d'être trop pro-algérien. Oui, j'avais émis l'hypothèse ou le souhait que Emmanuel Macron, avec sa dynamique, avec sa jeunesse, avec sa relation privilégiée avec le sérail algérien, puisse prendre à bras-le-corps cette crise maghrébine et jouer les médiateurs entre les deux pays et essayer de les réconcilier. Ça aurait été un exploit immense pour la diplomatie française. Il ne l'a pas fait, je ne connais pas les raisons. Il n'a pas estimé nécessaire de réconcilier les deux frères ennemis du Maghreb. Est-ce que ça ne cadre pas avec des intérêts particuliers? Mais ça aurait été un exploit majeur qu'un président français qui a colonisé l'Algérie, qui dans le pays avait colonisé l'Algérie et avait sous protectorat le Maroc, aurait pu agir comme médiateur entre les deux pays. Il ne l'a pas fait. Bon, peut-être. Est-ce qu'un président, quel pays ou quel président, quel dirigeant pourrait réconcilier l'Algérie et le Maroc, honnêtement? Aujourd'hui. Oui, mais non, aujourd'hui, regarde, la réconciliation est inscrite dans le temps. Bon, pour les pessimistes patentés, ils vont dire non, il va y avoir la guerre, il va y avoir, on ferme les portes, on se ferme, on n'a plus aucun rapport entre nous, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais moi, je suis assez optimiste. Pourquoi? C'est sûr que, Abdou, tu as dû remarquer ces derniers temps qu'il y a une hypothèse qui monte dans l'opinion marocaine et algérienne et même française, selon laquelle cette histoire du Sahara, qui cristallise la crise entre le Maroc et l'Algérie, serait une histoire et une obsession personnelle d'un homme qui est à la tête de l'armée algérienne. Cet homme n'est pas éternel. Mais est-ce que c'est vrai? Chengueriha, mais avant, l'Algérie soutenait l'indépendance du Sahara occidental bien avant. Non, mais maintenant. Le Polisario, c'est une question de principe. Non, mais les choses ont changé maintenant. S'il y a quelqu'un qui insiste pour que cette crise demeure, ça serait dû à ses obsessions personnelles de Chengueriha. Alors, il y a un espoir qui est partagé par beaucoup, à savoir que demain, il y a une équipe militaire, politique et militaire qui va arriver au pouvoir. Ni Tebboune n'est éternel, ni Chengueriha ne sont éternels. Donc il va y avoir une nouvelle équipe, de nouveaux visages. Au Maroc, est-ce qu'il peut y avoir une remise en cause de cette proximité qui inquiète l'Algérie avec Israël? Est-ce qu'il pourrait y avoir une révision? Est-ce que le Maroc a besoin d'autant de proximité avec Tel Aviv, honnêtement?
Ça c'est des choix souverains, c'est des choix politiques, mais à partir. Mais comment le Maroc aurait réagi si l'Algérie se serait extrêmement rapprochée de Téhéran, de l'Iran? Elle l'a fait avec l'Iran. Mais il n'y a pas des militaires iraniens sur le sol algérien. Si, il y a des rapports qui. Il n'y a pas un accord de défense entre l'Algérie et l'Iran. Attends, il y a une intimité stratégique, sécuritaire entre l'Iran et les autorités algériennes. La preuve. Il y a eu des experts qui ont été envoyés par l'Iran du Hezbollah pour entraîner les mercenaires du Polisario. Oui, mais ça, c'est une thèse qui n'a jamais été démontrée. Si, ça a été... Ce sont des informations qui ont été diffusées. Non, ça s'est démontré. Moi, je n'ai jamais vu de document ou d'image qui le démontre. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le Maroc avait coupé ses relations diplomatiques avec l'Iran. Sans compter que, au-delà du Polisario, au-delà du séparatisme du Polisario, l'Algérie a servi de rampe de lancement pour l'influence iranienne, que ce soit en Afrique du Nord ou vers les pays du Sahel. Comment l'Algérie a eu des problèmes avec l'Iran durant les années 90 parce que l'Iran était proche. Durant les années 90, oui, voilà, il y a eu des gros problèmes. Comment l'Algérie peut être la rampe du lancement alors qu'elle était elle-même hostile à l'expansionnisme du chiisme iranien dans la région? Mais moi, toi tu parles des années 90, moi je te parle de maintenant. Maintenant, l'alliance, il y a une alliance algérienne et iranienne qui est dangereuse pour la région. Le Maroc ne demande jamais... Il n'y a pas de signe. Alors que entre le Maroc et Israël, il y a des accords de défense, il y a des visites, il y a des échanges, il y a des interactions. Non, les Iraniens ne réagissent pas. Les Iraniens, ils soutiennent le Hezbollah. Ils n'ont jamais dit que le Hezbollah, c'est notre proxy. Ils soutiennent les Houthis du Yémen. Ils n'ont jamais avoué que c'est leur bras armé au Yémen. Ils soutiennent le Hashd Shabi, les brigades populaires en Irak. Les Iraniens ont une autre politique pour agir et il y a une présence dangereuse. Heureusement, parce que l'Iran est en train de s'affaiblir en ce moment. Heureusement, mais la stratégie iranienne, c'était de diffuser son idéologie, de diffuser ses alliances politiques, de créer une tension en Afrique du Nord. Il y a eu même, et ça, Abdou, je ne crois pas qu'une telle information t'ait échappé, il y a eu même dans les réseaux sociaux proches des Iraniens des menaces de s'attaquer au détroit de Gibraltar pour paralyser le commerce international. Comme réaction iranienne. Oui, mais après, il y a beaucoup de fantasmes sur l'influence et le rôle de l'Iran en Afrique du Nord. Franchement, dans la réalité, les faits concrets, palpables et vérifiables sont extrêmement rares. Dans les rapports. Les Iraniens, ils ont essayé au Sahel, ils essayent, bien sûr. Comme toutes les puissances régionales, comme les Émiratis essayent, comme les Qataris essayent, etc. Sauf que là, est-ce qu'on ne peut pas reconnaître, pour terminer cette émission, que la donnée, que l'implantation d'Israël au Maghreb, notamment au Maroc, est-ce qu'elle n'a pas fini par causer plus de tort au conflit algéro-marocain au lieu de l'apaiser? Est-ce que ça n'a pas contribué énormément à aggraver les tensions et les méfiances et l'animosité entre les deux pays? Moi, je crois, pour ramasser ma réflexion sur le sujet, je crois que les autorités algériennes amplifient ce danger, lui donnent des proportions exagérées. Et moi, je crois qu'à partir du moment où les autorités marocaines, le roi du Maroc leur donne des garanties qu'il n'y aura aucune attaque, aucun danger leur venant du Maroc, quelle que soit l'alliance, ils doivent le croire sur parole. Autrement, vous voulez absolument continuer dans l'obsession, continuer dans la mystification, continuer dans l'aggravation des dangers alors qu'il n'y en a pas. Voilà. Merci beaucoup, Mustapha. C'était un débat passionnant. Merci beaucoup pour ta franchise et merci beaucoup pour ce moment d'échange. C'était l'épisode 2. Je pense qu'il y en aura un épisode 3, etc. Parce que le feuilleton algéro-marocain, c'est plus compliqué, plus lent que les feux de l'amour. Merci beaucoup, Khawter Ouattati. Voilà, c'était avant l'Aïd. On a essayé d'expliquer pédagogiquement les tensions, les problèmes entre les deux pays, comment, on n'est que des journalistes, on n'est pas encore des décideurs, chacun dans notre pays. Peut-être qu'un jour, je serai ministre et lui sera ministre, on pourra signer un accord de paix. Ça peut être un rêve, c'est un rêve. En tout cas, d'ici là, comme ça, Eid Moubarak pour les Algériens, Eid Moubarak pour les Marocains, Eid Moubarak pour tous les Maghrébins, Eid Moubarak pour toutes les familles algériennes et pour les familles marocaines. Il y a une pensée particulière pour les familles algéro-marocaines qui sont divisées, brisées par la frontière fermée, notamment du côté de Porcé et de Saïdia, Marsa Ben Mehdi et Saïdia, où ils viennent chaque Eid se regarder,
les familles marocaines de l'autre côté du fleuve, les familles algériennes de l'autre côté du fleuve. J'ai oublié comment il s'appelle ce fleuve, j'ai oublié comment il s'appelle. Avec des grillagés, le grillage qui va jusqu'au fond de la Méditerranée. C'est terrible comme image. J'ai une pensée pour eux particulière. Rabbi Jib el-Khair, et j'espère qu'un jour cette frontière va disparaître et j'espère qu'un jour les deux pays redeviendront des bons voisins et des frères comme ils devraient l'être au long de l'histoire et de la géographie. Comme ça,